Un centre de réflexion, disons, interculturel, Non, interreligieux. presque. Bon, vous préciserez tout à l'heure. Comparatiste. Et vous êtes invité ce soir pour le livre que vous avez publié chez Apoxis, La face cachée de la révolution tunisienne et les relations ambiguës de l'Europe avec l'islamisme. La révolution tunisienne, au départ, on a cru que c'est un mouvement social. On a oublié de regarder avec attention le travail des SAP, des ONG, qui obéissent au plan américain de déstabiliser tous les régimes du Moyen-Orient, d'instaurer sous couvert de démocratie ou de démocratie des pouvoirs à leur solde. Et c'est pas en Tunisie, mais dans d'autres pays du Moyen-Orient, d'en chasser définitivement les chrétiens. Ce que la presse a raconté de la révolution tunisienne est la réalité, et vous l'évoquerez tout à l'heure, est très différente. Le seul pays qui a réussi à se débarrasser de ce projet, ça a été l'Égypte. Il faut savoir que Ben Ali, même s'il était corrompu, comme beaucoup de potentats de cette région, Et de celle-ci aussi. oui, ça c'est mais je pense que tout le monde le sait. On sait de Oui. qui on le tient, nous Oui. autres, n'est-ce pas? L'armée a abandonné le pouvoir légal et légitime sous l'ordre d'une puissance étrangère qui manœuvre partout, de l'Ukraine au Moyen-Orient. Et le seul échec qu'elle a rencontré sur sa route a été l'Égypte. Le modèle de ces révolutions, du moins la technique de prise de pouvoir, est le modèle turc, où l'islam a apparemment fait alliance avec la démocratie. Je dis apparemment, et on voit aujourd'hui, c'est tout récent, l'Europe prête à ouvrir ses portes à la Turquie. Et il faut le savoir que ça peut être pour nous, si cela un jour arrive, un danger mortel. Il ne faut pas oublier que tous les turcophones d'anciennes républiques soviétiques ont la nationalité turque. Donc là, certainement, si ce jour de malheur arrive, Madame Merkel pourra avoir le prix Nobel d'action humanitaire, puisqu'elle ouvrira grandes les portes. À vous, cher ami. Merci. Je vous salue. Je vais d'abord vous saluer. On salue ces augustes personnes qu'en étant debout. C'est ainsi qu'on m'a appris dans le pays duquel je viens et qui fut un haut lieu du christianisme primitif, avec l'illustre Tertullien, Saint-Augustin, etc. Je disais tout à l'heure, j'ai failli ne pas être avec vous. Et quel aurait été mon désespoir de rater une telle rencontre. J'ai eu un contact il y a un mois et demi, si ma mémoire est bonne, qui est venu par mon éditeur, dont je n'ai pas gardé un très bon souvenir, pour être franc avec vous. Mais je ne dirai pas plus. Ce livre aurait pu être diffusé comme je l'aurais ardemment souhaité. Ce livre a été publié en 2011, c'est-à-dire
4 mois après ce qu'on avait appelé à l'époque la révolution du jasmin, et immédiatement après le printemps arabe. C'était un besoin. D'abord, un besoin, une thérapie, et le besoin vital de communiquer aux autres une vérité. Vérité relative, la mienne. J'avais dit, je devais dire dans ce livre, attention, mon pays est fichu, mais le printemps arabe, vous allez l'avoir chez vous. Je l'avais dit chez Bourdin, sur BFM TV, ça l'avait beaucoup vexé, ce bon chrétien. Je délirais, n'est-ce pas? Je délirais. Je savais pertinemment, je ne le dois pas aux coulisses des ambassades, des ONG et des instances internationales, notamment onusiennes. Je le dois à la philosophie. À la philosophie. Avec quelques réminiscences. La philosophie, c'est-à-dire le doute. Le doute. Pas forcément le doute cartésien. Non, non, le doute, même le doute chrétien, mon père, n'est-ce pas? Le doute de Jésus lui-même. Et puis, la recherche de la vérité, qui reste toujours relative. Je ne pensais pas, sincèrement, en écrivant ce livre, et en disant ce que j'avais dit dans ce livre en 2011, je ne pensais pas que l'histoire allait me donner raison en si peu de temps. Je m'étais déjà détaché de ce monde ici-bas, de ces gueux qui aboyaient vive la Révolution, comme jadis et naguère les gueux de 1789, et j'espère ne pas vous choquer en tenant ce propos. Parce que voyez-vous, je n'aime pas les révolutions, quelles qu'elles soient. À plus forte raison, une pseudo-révolution islamo-atlantiste préparée et excellemment exécutée par des chefs d'orchestre à Washington, à Doha, au Qatar, et à Istanbul, en Turquie. À plus forte raison, celle-ci, n'est-ce pas? Le bon modèle révolutionnaire de 1789, je ne l'aime pas. J'en suis désolé. J'ai eu la malchance d'avoir à Paris 4 Sorbonne, à l'époque, des philosophes, des penseurs qui n'étaient pas révolutionnaires. Mais le contraire du révolutionnaire n'est pas forcément le réactionnaire. Entre les deux, il y a le réformateur. Moi, je suis et je crois au réformisme. Je ne crois pas aux révolutions. Je ne pense pas que les révolutions puissent apporter quelque chose de bien aux êtres de ce monde. Vous avez parlé de corruption. J'ai noté trois points seulement parce que je ne voudrais pas, je vais répondre, bien sûr, à ce pourquoi j'ai été invité. Vous parlez de ce livre qui remonte à 2011. Mais après votre permission, je voudrais vous entretenir. Et vous me direz de combien de temps je dispose, mon père, vous entretenir de ce que je considère comme étant essentiel par rapport à tout ce qui est éphémère. N'est-ce pas? Notamment ce livre. La corruption. Donc, on aborde ce pourquoi j'ai été invité. La corruption du régime tunisien.
Je commencerai par vous dire que le paradigme même du système corrompu, le système qui, je parle d'un point de vue philosophique, n'est-ce pas? Le système qui incarne à la perfection la corruption, c'est le système démocratique. C'est la démocratie. C'est ce que j'ai appris de mes vieux maîtres. C'est ce que j'ai essayé d'authentifier, de vérifier plus tard, en me disant peut-être que mes vieux maîtres n'étaient que des réactionnaires qui exécraient la démocratie et adoraient la monarchie et, facteur aggravant, étaient de bons chrétiens. J'avais dit à quelqu'un qui est connu et même respectable, une personnalité politique française, en 2012, il avait compris que ça allait tourner mal, ce printemps arabe. Il a eu, disons, la sagacité de comprendre en 2012 que ça va tourner très mal, cette histoire. Mais il m'a dit, mais quand même, cher ami, quand même le régime de Ben Ali était corrompu quand même. Je lui ai dit, oui, oui, mais pas plus que votre régime, cher ami. Nous étions des apprentis par rapport à ceux qui semblent passer maîtres dans l'art de la corruption, gauche et droite confondues dans ce pays. Puisqu'on venait de le prendre la main dans le sac, j'avais cité l'exemple d'un ambassadeur de France. Je ne citerai pas son nom, qui a été en poste à Tunis, son dernier poste, nommé par M. Sarkozy. On l'a attrapé la main dans le sac, à la gare de l'Est, avec 500 000 € en espèces, n'est-ce pas, en direction de Bruxelles. J'en passe et des meilleurs. L'ambassadeur de Tunisie que je fus a eu du mal à sauvegarder sa dignité et celle de ses enfants, ses deux filles, encore très jeunes, et son épouse dans ce pays. Lorsque le mien est tombé victime de la conspiration islamo-atlantiste. L'ambassadeur que je fus a refusé la tentation du diable, c'est-à-dire le Qatar, dans les mains duquel la classe politique française, gauche et droite confondues, ne mange pas, mais elle broute. C'est par ce moyen qu'en France, on a fait les concessions les plus graves, j'allais dire les plus criminelles, pour cet émirat bédouin. Beaucoup plus que, cher ami, que l'Arabie Saoudite dont on discutait tout à l'heure en aparté. Le Qatar, c'est le pays, je ne sais pas si on peut appeler le Qatar un pays, l'émirat, l'entité, disons, l'entité qatari, a joué un rôle essentiel dans ce printemps arabe. Bien sûr, elle ne l'a pas improvisé, elle a été missionnée pour jouer ce rôle à travers sa télévision de propagande, les frères musulmans, et aussi à travers la puissance de l'argent. La puissance de l'argent. Je disais que la démocratie, c'est le système le plus corrompu d'un point de vue résolument philosophique.
Parce qu'en démocratie, celle que nous vivons, comme celle qui est décrite par Platon, qui n'aimait pas du tout la démocratie. Et pour cause. Et pour cause. N'est-ce pas la démocratie qui avait inauguré son règne, son intrusion dans l'histoire par la condamnation à mort de Socrate? Et oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait partie des miracles de la démocratie dès son arrivée dans l'histoire. Socrate a pu parler plus ou moins librement, s'exprimer dans l'agora. Socrate qui était un bon chrétien, permettez-moi de le dire. En tout cas, un bon monothéiste. A pu s'exprimer pendant des années, librement. Mais il a été librement, y compris au moment du gouvernement des tyrans, n'est-ce pas? Et c'est le système démocratique grec, athénien plus exactement, qui a arrêté, jugé et condamné à mort Socrate. Je ne suis pas contre la démocratie. Je suis un peu comme Rousseau, qui disait, de mémoire, dans le contrat social, si la démocratie était le meilleur des régimes, elle le serait pour un peuple de Dieu. Car un régime si parfait ne convient pas aux hommes. C'est une pensée troublante pour les libéraux et la gauche de ce pays. Parce qu'on peut accuser un tel et un tel de pensée réactionnaire, mais quand même pas Rousseau. Il se trouve que c'est Rousseau qui le dit. Bon. Qui plus est dans le contrat social. C'était une parenthèse. En peu de temps, je voudrais ne pas vous entretenir de ce livre, mais de choses essentielles qui sont infiniment plus graves et actuelles. Par rapport à ce livre, je n'ai pas eu un grand mérite de comprendre tout de suite qu'il s'agit d'une conspiration islamo-atlantiste. Le GMO, le Grand Moyen-Orient. Le Grand Moyen-Orient dont Bush, père et ensuite fils, avait parlé. Le Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire de Damas jusqu'à Rabat, des pays qui doivent se convertir par ce qu'ils appellent eux le soft power. Ça n'a pas été le cas pour l'Irak, mais pour les autres pays, ils devaient basculer dans la démocratie marchande et mondialiste. Il y avait ce plan de déstabilisation. La Tunisie, pourquoi la Tunisie? Pourquoi la chose a commencé en Tunisie?
Paradoxalement, parce que c'était le pays le plus libéral. On peut s'interroger d'ailleurs longtemps sur la Révolution française et pourquoi y a-t-il eu une Révolution française avec ce bon roi qui voulait réformer. La Tunisie était le système le plus libéral du monde arabe. Je vous donne des exemples concrets et vérifiables. Il fallait d'abord choisir, élire le pays qui devait être la mèche pour la poudrière arabe. Il fallait que ce pays soit le mieux connecté. Internet, vous savez, Internet. Facebook, Internet. La nouvelle Bible. On avait, sur une population de 10 millions, on avait 2,5 millions de connectés en 2010. C'est énorme. Ben Ali, il n'avait pas une grande culture. Disons que c'était une formation de technicien et d'ingénieur, sans mépris pour les ingénieurs. Je voulais moi-même, il y a très longtemps, être ingénieur avant d'arriver accidentellement à la philosophie. Mais Ben Ali était passionné par Internet, les ordinateurs. Il a beaucoup fait dans ce sens. Il avait tellement fait, mon père, vous me direz, de combien de temps je dispose? Encore 40 minutes. Bien. Et ça on ne l'a pas beaucoup dit dans la presse française, qu'il avait, dès 2003, introduit ce qu'on avait appelé là-bas chez nous l'ordinateur familial. C'est-à-dire que l'État a acheté une quantité énorme d'ordinateurs à l'étranger, subventionnés et donnés quasiment à des foyers tunisiens qui n'avaient pas les moyens, disons, de s'équiper d'un ordinateur. Ça se donnait à 400 dinars, c'est-à-dire 200 €, à l'époque, 2003. Les ordinateurs subventionnés par l'État. Il était passionné par les ordinateurs, tout ça. On avait accueilli à Tunis en 2005, en octobre 2005, le SMSI, le sommet mondial pour la société de l'information, sous l'égide des Nations Unies. C'était le deuxième sommet, le premier s'était déroulé à Genève, en 2001, si ma mémoire est bonne. Donc, bon, je parle de la libéralité, disons, de ce régime, et par conséquent, disposition d'être la mèche pour la poudrière arabe. Premier élément. Le deuxième élément, l'économie. L'économie, c'est-à-dire une économie de type libéral, il est vrai, mais ce n'est pas le système libéral que l'Europe voulait nous imposer. Disons qu'on était, à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, un pays souverain et jaloux de sa souveraineté. On ne marchait pas dans ce que l'Europe nous ordonnait de faire. On avait notre propre approche de l'intérêt national. Donc, libéralisme, oui. Mondialisation, oui. Mais avec des corrections, avec un esprit, disons, étatique assez fort pour préserver certaines classes sociales des ravages de la mondialisation et du libéralisme mondialiste. Autre point de vulnérabilité, on peut le dire maintenant a posteriori, de libéralité donc, c'était l'ouverture justement au monde.
La Tunisie, dès 87, quand il est arrivé au pouvoir, Ben Ali, a dit on n'acceptera jamais l'islamisme comme parti politique. En novembre 87, Bourguiba, l'illustre Bourguiba, subissait, comme disait le général de Gaulle, le naufrage de la vieillesse. Il n'était plus en mesure, compte tenu de son âge, d'affronter, de diriger le pays, encore moins d'affronter le fléau, le concert islamo-fasciste. Dans le plan de relève américain, c'était déjà en 87, donc c'était que les islamistes devaient prendre la relève après Bourguiba. De Bourguiba aux islamistes. Voilà ce qu'on projetait pour la Tunisie, qui doit tout à Bourguiba, qui est une création, un produit du génie politique de Bourguiba. Je me souviens, en 86, dans le procès des islamistes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Bourguiba était encore président et Ben Ali était son ministre de l'Intérieur. Bourguiba voulait des têtes. Pour lui, il faut couper la tête de l'islamisme. L'hydre, il l'appelait. Il faut couper la tête de l'hydre. Ça ne plaisait pas beaucoup aux Américains. À telle enseigne que dans le procès des islamistes, y compris de M. Ghannouchi, ce nom vous dit quelque chose, hein, parce que ce monsieur est devenu célèbre, n'est-ce pas? Ça fait partie des caprices de l'histoire. Ce misérable individu est devenu célèbre. Célèbre grâce aux médias français, et notamment au quotidien Le Monde, qui lui avait consacré une page en lui attribuant un doctorat de philosophie à la Sorbonne. Ça m'a affligé en tant que docteur consacré par la Sorbonne. Un journaliste du Monde a dit que, et beaucoup l'ont cru, hein, beaucoup ont cru, bien sûr. Comment ne pas croire au journal Le Monde? On peut douter du Nouveau Testament, mais jamais du Monde. Le Monde l'a écrit, donc c'est vrai. Ah oui, comme le disait Jésus-Christ, heureux ceux qui ont cru sans voir. Ah oui, beaucoup ont cru que ce misérable individu, n'est-ce pas, Ghannouchi, est docteur de philosophie. Il a fait ses études à la Sorbonne. Philosophie. Bourguiba voulait sa tête et la tête de ses alter ego, qui étaient tous des mercenaires des États-Unis et de la Grande-Bretagne. À telle enseigne que dans leur procès, en 86, en juin 86, je me souviendrai toujours de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Robert Peltreau, assis. J'avais jamais vu ça. Ça m'a tellement surpris à l'époque. Moi, j'étais étudiant. J'étais pas ni ambassadeur, ni étudiant en philosophie. Mais ça m'a troublé. Je me suis dit, bon, enfin, un ambassadeur d'une puissance mondiale, assis au premier rang, dans un tribunal, les jambes croisées,
c'est quoi la signification de sa présence? À Tunis, n'est-ce pas? Dans un tribunal à Tunis, en juin 86. C'était un message clair pour Bourguiba, au gouvernement tunisien. Attention, ce sont les nôtres. Quelques mois plus tard, Bourguiba a été mis à l'écart et Ben Ali a pris sa place. Ben Ali était-il l'homme des Américains? Beaucoup l'ont dit. Moi-même, je l'avais dit. Parce que j'ai été, avant d'être l'ambassadeur de Tunisie, j'ai eu un parcours d'opposant. En France. Et même de réfugiés politiques en France. 11 années. On avait dit qu'il était, que c'était l'homme des Américains, que c'était même un franc-maçon. Mais enfin, c'est un homme des Américains qui n'a pas été très fidèle aux Américains, disons. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que 87, première crise, la guerre du Golfe, 91, le seul chef d'État qui avait soutenu Saddam Hussein, à l'époque, eh ben c'était lui. Même Kadhafi n'a pas osé cette outrance vis-à-vis des Américains. 91. Les Américains n'étaient pas du tout au courant que les médias ont appelé ici le coup d'État médical, à juste titre. À juste titre. Parce que s'ils n'avaient pas opéré ce changement, la Tunisie aurait basculé déjà en 87 dans l'escarcelle de l'islamo-atlantisme. Il ne faut pas oublier que 87, l'Algérie bouillonnait. Le fils était déjà plus puissant que le père en Algérie. Et que rapidement, au bout de 2-3 ans, on avait entamé la décennie sanguinaire. Il ne faut pas oublier non plus que les islamistes tunisiens sont des précurseurs. Les islamistes algériens, c'est récent par rapport aux islamistes tunisiens. Les islamistes tunisiens étaient frustrés que leurs frères en secte en Algérie étaient à 2 doigts du pouvoir, alors que eux ils traînaient encore, n'est-ce pas? Donc n'eût été ce changement de novembre 87 en Tunisie, c'est-à-dire mettre à l'écart Bourguiba, incapable de tenir la barre à un moment critique de l'histoire de la Tunisie. Donc, il fallait un homme de sa trempe. Je ne dis pas qu'il était disons, anti-américain, ou qu'il envoyait les Américains. Non. Disons qu'il n'a pas rigoureusement respecté la feuille de route. Les Américains avaient cette expression, la feuille de route, ils ne l'avaient pas rigoureusement appliquée. Parce que leur feuille de route, c'était quoi? Bon, tu as fait ce coup, ok. Le coup, entre parenthèses, maintenant on peut le dire, c'est connu d'ailleurs pour les initiés, le coup, c'est-à-dire les alliés de Ben Ali pour faire ce coup, c'était l'Italie, cher monsieur, c'était l'Italie de Craxi. Pas l'Italie des autres qui sont venus après, n'est-ce pas? Et c'était l'Italie de Craxi. C'est pour ça que Ben Ali était resté fidèle jusqu'au bout vis-à-vis de Craxi. Même lorsque les Italiens menaçaient de rompre leurs relations avec la Tunisie, parce qu'on voulait que la Tunisie livre Craxi à l'Italie. Ce que Ben Ali a toujours refusé, hein, jusqu'à la mort
de Craxi, que j'ai eu l'honneur de connaître, et je suis même devenu l'un de ses amis, qui est enterré à Hammamet, chez lui, dans son jardin, conformément à son testament, parce que Berlusconi, qu'on décrit aussi comme un clown, comme un... Hein, ça, c'est un homme qui ne manque pas d'audace. C'est bon, c'est pas un Platon ou un Spinoza, mais c'est quand même un chef d'État qui a du courage et de l'audace, et même de l'insolence. Moi j'aime bien ce côté-là, plutôt que le côté gluant, le côté mercure, n'est-ce pas, insaisissable, le côté pharisien, pour employer un terme évangélique, n'est-ce pas? Suivez mon regard. J'aime bien les gens qui... Et alors Berlusconi, quand il est arrivé, a demandé à Ben Ali qu'on puisse ramener ce qui reste de la dépouille de Craxi en Italie pour qu'il ait droit à des funérailles nationales. C'est sa femme qui a refusé. La femme de Craxi a dit non. Mon mari a dit je mourrai en Tunisie et je ne veux pas que mon corps soit rapatrié en Italie parce qu'il en avait plein le cœur par rapport à tout ce qu'il avait, subi. Cela m'avait fait penser d'ailleurs à je peux dire mon compatriote, Hannibal, comme mon compatriote Saint-Augustin. Hannibal qui avait laissé dans son testament terre ingrate, tu n'auras jamais mes cendres. Il se trouve qu'il est mort, semble-t-il, en Turquie. C'est une double peine. Quand Bourguiba est allé sur ce qu'on considère, parce que c'est incertain, comme étant le lieu où son corps a été enterré, Bourguiba, en 71 ou en 72, en visite officielle en Turquie, a pleuré. Et comment un homme si grand, général, trahi par les siens, parce que c'est ça l'histoire des peuples. L'histoire des peuples. Parce qu'on vous dit que, oh, la théorie du complot, méfiez-vous de la théorie du complot. On invente le complot et la théorie du complot. Voyez-vous? Je me répète, ceux qui ont inventé et conspiré, ceux qui ont inventé le complot, ont inventé la théorie du complot. Hein? C'est ça. Je ne suis pas historien, mais quand même j'ai été un curieux de l'histoire. Je considère que l'histoire de l'humanité n'a pas été l'histoire d'une lutte de classe, ça a été l'histoire d'une succession interminable de complots. C'est ça l'histoire de l'humanité. Pas seulement chez les Romains, où il y avait un complot tous les jours, mais l'histoire de l'humanité, de toutes les civilisations. Attention, théorie du complot, c'est pour frapper de caducité tout de suite tout esprit critique. Tout esprit qui doute, qui commence à douter, on lui dit « Mais non, mais c'est la théorie du complot, ça !» N'est-ce pas? C'est-à-dire, on empêche les gens de réfléchir par eux-mêmes. Pourquoi vous vous fatiguez à réfléchir? On réfléchit pour vous. Faites-nous confiance. Dispensez-vous de la réflexion. La réflexion, c'est-à-dire ce qui fait quand même la qualité suprême de l'être. La réflexion. Réfléchir par soi-même. Et non pas en absorbant ce qu'on raconte dans les télévisions et dans les journaux. Réfléchir par soi-même. Le libre arbitre, le fameux libre arbitre. C'est ça.
Ah non, non, non. Réfléchissez pas. Amusez-vous. Occupez-vous à autre chose, mais confiez-nous cette tâche de réflexion. On réfléchit pour vous et on veille sur votre bonheur. Pour la Turquie, mon père, je vous vois occupé. Pour la Turquie, ce n'est pas parce que... c'est pas un discours d'aujourd'hui, je veux dire, être... on dit qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, quelque chose comme ça. Oui, c'est exact. C'est exact. Il se trouve que personnellement, en toute humilité, j'avais comme ça des intuitions sur pas mal de sujets, sur l'islam en France, sur la laïcité, la sacro-sainte laïcité française, sur le communisme, sur la déchristianisation, sur la Turquie lorsqu'elle a postulé aux portes de l'Europe. J'avais écrit, je n'étais pas encore ambassadeur, en 2004, un article dans un journal qui n'était pas catholique, mon père, mais c'est Libération. Libération. Un article long d'une page et demie. Ça a été un miracle d'ailleurs que Libération puisse publier un tel article qui s'appelle, vous le trouverez, je pense, je crois, encore sur Internet, Le marchand de tapis et la stripteaseuse. Le marchand de tapis, c'est-à-dire l'Europe, et la stripteaseuse, c'est la Turquie. On lui demande d'enlever la robe, elle enlève la robe. En termes de réforme, je veux dire. En termes de réforme. Vous enlevez le soutien-gorge, pardon mesdames, mais c'est une métaphore. Elle n'a pas la spiritualité et la grandeur des métaphores évangéliques, mais enfin, ça peut servir. Et puis, il faut abolir la peine de mort, mais qu'à cela ne tienne. On va abolir la peine de mort. La peine de mort a été abolie en Turquie, la Turquie islamiste, les frères musulmans, donc Erdogan, en 2005. L'essentiel, c'est que ce cheval de Troie puisse être membre de l'Europe. Après, on verra. Toutes les concessions, il n'y a aucun problème. Bon, ils ont buté contre une, c'est-à-dire la reconnaissance du génocide arménien. Ah, là, on touche au dogme d'Allah. Ça, c'est sacré. Ils finiront par le reconnaître. Rien que pour mettre un premier pas au sein de l'Europe. Et le reste, nous, moi, en tant que musulman, moi je suis musulman, j'ai oublié de vous le dire. Je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup aimé la théologie catholique, mais je ne me suis pas converti. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Les Turcs. Le bon modèle turc. La révolution ou le printemps arabe a profité aux Turcs, oui. Je ne suis pas indulgent ou je ne peux pas être... J'ai beaucoup écrit sur le wahhabisme aussi autrefois. C'est pas pour par bonté vis-à-vis des Saoudiens, mais dans cette histoire-là, de 2011 jusqu'à ce jour, ceux qui ont joué un rôle destructeur, pas machiavélique, parce que ça serait souiller la mémoire de Machiavel que de les taxer de machiavélique, mais satanique, plus que l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie. Mais le Qatar d'abord, ensuite la Turquie. Deux pays qui ont joué un rôle essentiel dans toute cette histoire. Dans ce livre,
puisque c'est ce pourquoi j'ai été convié, j'avais émis la thèse, plus que l'hypothèse, qu'il s'agit d'une conspiration islamo-atlantiste, que ce printemps arabe se transformera rapidement en hiver islamiste. C'est mon expression, hiver islamiste, c'est la mienne, en toute modestie, comme l'expression d'ailleurs l'islamo-fascisme, dont M. Valls s'est targué il n'y a pas très longtemps. J'ai employé ce terme en 89. Vous voyez, on était très loin de certaines considérations en 89. Et le seul qui a eu l'honnêteté de dire que non, c'est un tel qui l'a dit, c'est pas un journaliste, mais c'est un professeur d'histoire qui avait signé une tribune, une carte blanche, ils appellent ça, dans la Libre Belgique. En Belgique. Oui. Il a dit non, non, moi je me souviens, j'ai lu un truc là, c'était en telle année, un tel, c'est un Tunisien qui a dit. Bon, c'est pas une fierté, mais le sens et le contenu surtout. L'islamo-fascisme. Parce que c'est ainsi qu'il faut l'appeler. Toujours l'appeler ainsi. Là, on est passé de l'islamo-fascisme à l'islamisme modéré. Madame Madeleine Albright a même parlé dans ses mémoires, il y a 12 ou 13 ans, de talibans modérés. Elle a dit, il faut qu'on discute avec les talibans, il faut dire. C'est pour vous dire combien les Américains aiment les islamistes. Ça tient du mystère, c'est pas pour nous. C'est pas le lieu, c'est le moment de vous dire pourquoi cette relation entre, disons, la classe dirigeante, le complexe influent ou le lobby influent à Washington et les islamistes. Ça remonte à loin. Et disons que c'est une relation fraternelle. Vraiment fraternelle. J'avais indiqué dans ce livre, donc, que même s'il y avait des raisons objectives pour de tels soulèvements, pas seulement en Tunisie, objectives, c'est-à-dire, en effet, des régimes répressifs, interdiction, la libre pensée ou la liberté d'expression, la corruption, même si, je me répète, elle était vraiment très relative et incomparable par la corruption métastatique dans ce pays, en Suisse, en Belgique, en Grande-Bretagne. Les pays qu'on peut considérer encore comme des modèles. Norvège, Suède, oui, bon, c'est vrai. Mais pour les autres, ben non. Mais non, les autres sont corrompus. J'avais aussi dit que cette hystérie révolutionnaire ou pseudo-révolutionnaire qu'on avait applaudi ici finira par affecter les pays qui se considèrent comme étant à l'abri. Tunis, c'est à 2 heures de vol de Paris et à peine 1 heure de vol de Marseille. Il y avait un philosophe, j'ai oublié son nom là en ce moment. C'est pas BHL, parce que lui c'est pas un philosophe. C'est pas Glucksmann, c'est pas Finkielkraut. Non, c'est un autre. Non, c'est pas Onfray. C'est un autre.
plus âgé, c'est pas la même génération. Je l'ai vu de mes propres yeux à la télévision. C'était le 16 janvier 2011. 16 janvier 2011. Je vais me souvenir de son nom. Et il a dit textuellement, c'est merveilleux, mais c'est magnifique. On devrait tirer des leçons. C'est pas un philosophe de gauche. En plus, c'est pas un philosophe de gauche. Bon, Michel Serres. hein? Michel Serres. Absolument. Michel C'est Serres. magnifique, c'est Michel Serres. Michel Serres. C'est Magnifique, mais c'est que Tunis, Alger et Rabat brûlent. Il a employé cette expression. Que Tunis, Rabat et Alger brûlent. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je me suis dit, enfin, Michel Serres. Mais alors, moi, je dirais, si tout le monde considère, y compris Michel Serres, bon, ça aurait été BHL, j'aurais changé de chaîne. Mais Michel Serres, bon, quand même, c'est quelqu'un qui pense quand même. Hein? Il pense. Il pense. Mais les autres, ils arrière-pensent. Les BHL, les autres. Mais alors, c'est moi qui doit être sûrement dans le faux. Je n'ai pas compris que c'est en effet que c'est une vraie révolution, que c'est une aspiration à l'émancipation, etc. Parce que nous, ceux qui ont fait de la philosophie, de la vraie philosophie chez les vrais maîtres, permettez-moi hein, de les citer, c'est une occasion ce soir. Hein, Claude, les deux Claude, le Rousseau et le Paulin, n'est-ce pas? Et Raymond Paulin, père, et Bertrand de Jouvenel, n'est-ce pas? Et d'illustres penseurs. Chaque fois que j'ai parlé, c'est pour ça que j'éprouve du plaisir ce soir, parce que quand je parlais de Bertrand de Jouvenel, avec des amis français, pas des jeunes, mais des gens de ma génération. Ah bon? Non. Mais Sartre? Ah oui, c'est Sartre? Ah oui, mais Sartre, mais bien sûr. Sartre, le grand, le géant. Sartre. Et Raymond Paulin? Non. Non. Je ne connais pas Raymond Paulin. Alors, tout ça, a constitué un talent d'Achille pour la France et pour l'Europe en général, et la France en particulier. C'est-à-dire le fait de ne pas connaître ces grands esprits. C'était une manière de fragiliser la nation. C'est-à-dire de réduire ses défenses immunitaires, qui sont essentiellement intellectuelles et spirituelles. Je m'achemine vers ce que je voulais que ce soit l'essentiel par rapport à ce livre que j'ai commis en 2011. Les derniers attentats du 13, ça a provoqué un formidable mouvement patriotique. Je me suis dit, et tous les jours, toutes les heures, j'entendais la Marseillaise. Je me dis, tiens, au moins, c'est un malheur, une tragédie qui a servi à quelque chose. Parce que moi, la Marseillaise, je ne l'entendais pas souvent. Dans les écoles, pour les mômes, pour les enfants. De même que je ne voyais pas beaucoup de chrétiens aller
à la messe de dimanche. Et même les chrétiens qui y allaient de façon honteuse, en cachette, se cachent. Alors c'était bien de dire, moi je suis un progressiste, moi je suis un existentialiste, moi je suis un nihiliste, je suis un nietzschéen, je suis un... je suis chrétien, c'est quoi? Je suis chrétien. C'est réactionnaire, c'est celui qui est chrétien est crétin en quelque sorte. Pas être aujourd'hui, on ne peut pas être. C'est un peu le complexe qu'on a voulu mettre dans l'esprit des gens, c'est-à-dire conserver sa foi, se dire chrétien dans un pays qui a été la fille aînée de l'Église. La fille aînée de l'Église. C'est une tare. Alors par la suite, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner que les sectes islamo-fascistes puissent tisser ici, dans ce pays, leur toile. Il ne faut pas s'étonner de voir des Français qui ne viennent pas de la diversité. La diversité. C'est le mot. La diversité. Ou du multiculturalisme. Non, non, des Français. De Bretagne, de Normandie, de Strasbourg. De parents français. Gaulois. De les voir en Syrie faire le djihad. Ce n'est pas pour moi, ce n'était pas une surprise. Je n'étais pas traumatisé par ça. Je m'y attendais. Et à force de jouer avec le feu, impunément, diaboliquement, c'est-à-dire en Syrie, en Tunisie, il y a des jeunes qui ont bougé, en Égypte aussi, mais en Syrie, dès le premier mouvement de masse, le mouvement de masse a été armé dans l'immédiat. C'était des frères musulmans. C'était des frères musulmans. On a laissé partir, parce que pour un État, il ne faut pas croire que l'État français est un État aussi vulnérable, disons. C'est un État où il y a une police qui fait son travail, heureusement. Il y a des services qui font bien leur travail, qui ne sont pas toujours écoutés, mais qui font très bien leur travail. Et s'ils n'étaient pas aussi compétents, ces services-là, l'attentat du 13 novembre, la France aurait connu 10 fois. 10 fois. Parce que c'est tous les jours. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est tous les jours qu'on désamorce des attentats ou des tentatives d'attentats ou des projets d'attentats. Tous les jours. Quand on se compromet, parce qu'on a brouté dans les mains du bédouin qatari. Quand on accepte des compromissions vis-à-vis de ces pays-là, quand on arme, la France a armé Jabhat al-Nusra, une filiale d'Al-Qaïda. Quoi rêver? Le ministre des Affaires étrangères, français, le dit, sans avoir honte de le dire. Oui, oui, bon, ils font partie de l'opposition modérée. Pour détruire quoi? Pour détruire, oh, sans doute pas une démocratie syrienne, non, mais quand même l'un des berceaux de la civilisation.
un pays qui se réformait, un pays qui était stable, un pays qui était sécurisé. Parce que même du point de vue de la fumisterie des droits de l'homme, le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la sûreté. Même de ce point de vue-là. Le droit, la liberté vient en second lieu. Même du point de vue du droit de l'homisme. Et ça, un autre illustre penseur de la trempe de Bertrand de Jouvenel, Michel Villet, l'avait magistralement démontré dans son dernier livre, Le droit et les droits de l'homme. Michel Villet, le fondateur de la philosophie de droit, pas seulement en France, mais dans le monde. La sécurité avant la liberté, parce que la liberté n'a aucun sens sans la sécurité. Même du point de vue révolutionnaire et contractualiste. Chez Rousseau, chez Hobbes, chez Locke, chez Spinoza, le contrat social est établi, instauré, accepté. Parce que les composantes du contrat social, les individus qui ne sont pas encore citoyens, décident un jour, ils en ont marre de la violence des uns contre les autres, décident un jour de se dépouiller de leur violence intrinsèque et naturelle, de la mettre entre les mains d'un être abstrait, d'un léviathan, comme dirait Hobbes, n'est-ce pas, pour que lui, et seulement lui, en puisse être le détenteur légitime. D'où la violence légitime de l'État. Seul l'État a le monopole de la violence légitime. C'est ainsi que le contrat social a été établi, y compris chez les théoriciens du contrat social, je me répète, Rousseau, Locke, Hobbes. Alors, lorsque aujourd'hui on joue de façon pharisienne sur l'antagonisme entre sécurité et liberté, ah, attention, hein, état d'urgence, et puis tout ça, n'oubliez pas les droits de l'homme, hein. Pas oublier les droits de l'homme. La sécurité, d'accord, oui, d'accord. Parce qu'ils ne peuvent pas dire le contraire, après ce qui s'est passé le 13, et qui va bien, malheureusement, se produire dans l'avenir. Ça va se répéter. Alors les sophistes et les pharisiens ne peuvent plus, et les droits de l'hommiste, ne peuvent plus dire, et ne peuvent plus utiliser de façon outrancière l'argument des droits de l'homme et de la liberté qui prime sur la sécurité. Là, il marche un peu aujourd'hui. Je voudrais finir, je crois que c'est le moment. Par ce que je souhaite, j'espère que c'est l'essentiel. L'essentiel, à mon sens, c'est de croire et de persister dans la foi et la vôtre. J'avais un ami de fac, un bon Français. On était en deuxième année de Dog. Un jour, il est venu m'annoncer qu'il s'est converti à l'islam. Je lui ai dit, quel malheur! Qu'est-ce que tu as fait, mon ami? Pourquoi tu t'es converti à l'islam? Il avait un bon nom français, La Bruyère, cet ami. Mais pourquoi tu t'es converti à l'islam? Il m'a dit, parce que j'ai découvert, tu sais. Alors, le musulman que je suis aurait dû le féliciter, parce que, en le félicitant, je garantissais mon accès au paradis. Toute personne
qui se convertit à l'islam, n'est-ce pas? Si on y est pour quelque chose, on est sûr d'aller au paradis. Donc, comme je n'y tiens pas particulièrement au paradis, j'avais dit à mon ami de fac que c'était une maladresse de changer. Parce que pourquoi tu as changé? Parce que le christianisme. Mais est-ce que tu connais le christianisme? Est-ce que tu as été vers le christianisme, la religion de tes ancêtres, pas de tes parents, pas de tes parents, de tes ancêtres? Parce que les parents sont déchristianisés, comme beaucoup de parents depuis au moins mai 68. Va, découvre d'abord le christianisme. Parce qu'on dit, hein, Moyen-Âge, persécution et tout ça. Non, non, le christianisme. Le christianisme. Et après, si tu veux rester musulman ou devenir musulman, tu es libre. Bon, il est resté musulman en 4 années. Après, il s'est converti au judaïsme. Il est revenu après. Je ne sais pas. Je l'ai perdu de vue depuis. Mais quand il m'a dit ça, parce que je devais assister à la circoncision de son fils, je lui ai dit, tu es toujours musulman? Il m'a dit, non, je me suis converti au judaïsme. Je lui ai dit, ça va mieux. Ça va mieux. Parce que je connais la religion qui est la mienne et que j'ai héritée. Je ne dirais pas de mes parents. Mon père n'était pas musulman, ni un bon musulman. C'était, nul n'est parfait, mon père, c'était un communiste. J'ai eu la chance, donc, sans être contaminé par le virus communiste, de ne pas, en tout cas, être violemment attaqué par le chromosome islamique. J'ai eu cette chance. Aujourd'hui, pour conclure, je dirais que maintenant, semble-t-il, j'espère que ça va durer, cette effervescence patriotique. Moi, franchement, ça me surprend. Ça me surprend et j'en suis heureux. Je me dis, mais finalement, enfin, il y a un mouvement ou une effervescence ou un sentiment patriotique. Parce que être patriotique, il y a très peu de temps. Mais c'est grave qu'un Français soit un bon patriote. Mais c'est vraiment grave. J'espère que ce mouvement-là va être consolidé par un autre mouvement qui est encore plus important, qui constitue la colonne vertébrale de cette nation, qui est son âme chrétienne. J'espère que de même qu'on est sorti pour chanter la Marseillaise, on sortira pour dire nous sommes chrétiens et nous voulons rester chrétiens. Et la France est chrétienne et elle ne sera jamais islamique. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est pas bon. Je le dis pas ici parce que nous sommes entre nous, disons. Mais tout ça, je l'ai écrit autrefois dans le Figaro, notamment dans le Figaro, que ce pays, il n'est pas bon ni pour les musulmans, ni pour les Français, que ce pays devienne terre d'islam comme le désire secrètement la Turquie et ceux qui sont avec la Turquie, c'est-à-dire le Qatar et l'Arabie saoudite. Être fier d'être français, être fier d'être chrétien, parce que c'est ça. Il n'y a pas d'autre défense immunitaire. La vague est très puissante. Et ces illuminés pensent qu'il y a
un peu un dessein d'Allah derrière tout ça. C'est-à-dire, les musulmans sont à nouveau acteurs beaucoup de mal. Et qui a déjà fait beaucoup de mal. Pas seulement chez nous, mais chez nous, ce n'est pas perdu. Parce que nous, et quand je dis nous, c'est-à-dire les patriotes tunisiens formés à l'école bourguibienne, on saura éradiquer ces islamo-fascistes par les armes. On ne les laissera pas transfigurer un pays qui a 3000 ans d'histoire et qu'ils veulent transformer en califat islamo-fasciste, ce que ici ils appellent l'islamisme modéré. Si c'est l'islamisme modéré, il faut qu'il soit représenté au Parlement français. Pourquoi? Ça serait bien un barbu et une autre avec une burqa représentant les Français musulmans à l'Assemblée nationale. Oui. C'est dans la logique même de cette pensée qui trahit ce pays et cette nation. Voilà, j'espère que je n'ai pas été long. Je ne suis pas venu avec un plan et une méthodologie pour faire une conférence. Ça aurait été une offense pour vous et un déplaisir pour moi. Je suis là pour vous entretenir de ce que je vous ai parlé. C'est vraiment une belle rencontre. J'espère qu'on s'est compris. J'attends de vous, s'il y a un échange, les questions qui fâchent. J'ai une question. Ah, c'est une question qui fâche. Vous vous dites à la France, vous nous dites aux Français, soyez chrétiens. Oui. Et vous, pourquoi pas vous? Mais parce que je suis musulman. Vous n'êtes pas musulman. Vous ne voulez même pas aller au paradis avec les houris. Oui. Est-ce que je peux avoir un peu de vin d'abord? Ah bah voilà, très bon musulman, mais il n'a plus de verre. Il faut un verre. Ah ben, un verre propre. Alors je vous sers pour que vous puissiez répondre à cette question. Oui. Merci. C'est le vin des noces de Cana, vous savez, qui est meilleur à la fin qu'au début. Il va répondre après. Moi, quand je me suis intéressé à la théologie chrétienne, c'est vrai que j'ai découvert un univers intellectuel, philosophique, théologique qui m'était complètement étranger. Un monde chrétien. J'ai essayé parce que c'était pas un travail de théologie, c'était un travail de philosophie. Donc il fallait se dépouiller de sa propre foi, de ce qu'il en reste, et de la foi des autres. Comparer l'islam et le christianisme sur une question aussi névralgique que le religieux et le politique, on ne sort pas indemne d'un tel travail. Pardon. Il fallait considérer Jésus comme un acteur de l'histoire, un homme. Et Mohamed aussi, comme un homme. Et étudier cette question-là du religieux et du politique d'un point de vue, du point de vue de la raison et non pas du point de vue de la foi. Parce que, bon, franchement, en tant que musulman ou venant de la tradition musulmane,
j'ai douté. Je me suis dit, enfin, si, comme on le dit et comme on le croit, Dieu est un, et chaque nation, chaque peuple, chaque civilisation lui a donné un nom. Et si Dieu est universel et unique, il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire à tel de ses prophètes hébreux, telle est votre mission. Et à d'autres prophètes, et notamment le prophète de l'islam, telle est ta mission. Dieu est cohérent. Dieu ne peut pas se contredire. Alors je me suis dit, pourquoi le christianisme est-il si différent dans son rapport aux politiques? Pourquoi il n'est pas si différent, si radicalement différent de l'islam? Je ne me suis pas contenté de lire les œuvres apologétiques. Non. Les œuvres apologétiques, elles portent bien leur nom. Elles ne sont pas très utiles dans un travail de philosophie. Et il fallait aller voir plus, c'est-à-dire passer au crible de la raison philosophique, le rendez à César, par exemple. Je ne me suis pas satisfait de l'interprétation laïque du rendez à César. Parce que on a essayé à un certain moment, lorsqu'on a compris que le christianisme, on ne pouvait pas l'effacer comme ça d'un trait de la main. Par une loi, séparation de l'Église de l'État, ou par une ordonnance, ou par... C'est quelque chose qui est intarissable. On a dit, bon, tiens, on va le prendre d'une autre façon, on va faire de Jésus un philosophe laïque. On dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et on vous disait, sérieusement, on vous disait, voilà, c'est un laïque avant la lettre. Laïque avant la lettre. Alors mon père, et je parle sous votre contrôle, vous diriez si c'est un sacrilège ou pas, mais je ne pense pas que le rendez à César soit une pensée qui a fécondé des siècles plus tard la philosophie laïque ou la laïcité en général. Je pense même que c'est le contraire. Que le rendez à César a été une phrase révolutionnaire à cette époque, qu'il faut appliquer l'herméneutique, pas seulement la théologie, en approchant les textes fondateurs, l'herméneutique, c'est-à-dire expliquer le texte par le contexte. Le contexte est celui d'un Jésus qu'on voulait piéger. On est prêt à te suivre. Vous savez, les pharisiens d'hier et de toujours. On est prêt à te suivre, on est avec toi.
Mais est-ce qu'on doit, en te suivant, continuer à payer les impôts aux Romains, les colons? C'est une question grave. Je pense que le Jésus dont j'ai fait la connaissance a bien répondu ce jour-là, en attendant de répondre mieux plus tard. Je veux dire par là que la guerre entre les différentes sectes à l'époque, il n'y avait pas seulement que les pharisiens, hein. Il y avait les zélotes, il y avait les esséniens, les multiples sectes, et surtout les zélotes, qui étaient dans le combat armé et violent contre l'empire païen romain. Jésus ne savait plus avec qui et sur qui compter. Sur qui compter. Je pense que c'est une réponse éminemment politique à une question gravement politique. On dit à César ce qui est à César. Et déjà d'ailleurs, si on y réfléchit bien, quand on interprète cette réponse, on constate que déjà par cette réponse, Jésus a privé César de la moitié de son pouvoir. L'auctoritas. Il lui a laissé la potestas en attendant que le rapport de force change ou changea un jour. C'est une lecture profane. Je vous ai dit, c'est une approche, je ne dis pas rationnelle, parce que même la démarche, même la foi, elle peut être intrinsèquement rationnelle, contrairement à ce qu'on raconte souvent. Il y a une forme de rationalité dans l'expression de la foi. Ce n'est pas toujours la passion, c'est pas toujours... Non, je suis en train de vous dire que c'est une lecture profane, tout simplement, historique, ou même historiciste des événements. Alors bon, c'est vrai qu'il a dit aussi, mon royaume n'est pas de ce monde, sans doute. Sans doute. Mais il n'en demeure pas moins que son procès, ou son double procès, le procès théologique et le procès théologique devant les grands prêtres, devant le Sanhédrin, et le procès devant Ponce Pilate, politique et théologique. Donc, c'est clair. C'est clair que devant les grands prêtres, parce que les grands prêtres, ce qui les intéresse, ce qui les dérangeait, c'était tu dis que tu es le roi d'Israël. Alors, non, c'est vous qui le dites. Pilate ou le gouverneur romain, bon, qui se disent roi d'Israël, bon, ils s'en foutent, c'est pas un roi de... Non, pardon. Devant les grands prêtres, tu dis que tu es le Fils de Dieu. Fils de Dieu. C'est vous qui le dites. Et devant Ponce Pilate, roi d'Israël. Chacun a vu cet homme fait Dieu, chacun a vu le danger de son propre point de vue. Si Jésus, c'est une question qu'on peut se poser, si Jésus avait vécu 62 ans, quel aurait été l'avenir et le contenu du christianisme du point de vue du religieux et du politique, hein? Pas le christianisme en général.
Pourquoi 62? Parce que ça a été l'âge du prophète de l'islam quand il est mort, à l'âge de 62 ans. Je ne suis pas en train de comparer Jésus et Mohamed. Non. Je suis en train de comparer deux êtres qui, dans l'action, dans l'histoire, a été déterminante, qu'on le veuille ou pas. Si Mohamed avait été exécuté par les Mécois, les païens Mécois, à l'âge de 33 ans, ou de 31, quel aurait été le destin, la destinée de l'islam? Il n'y aurait pas eu d'islam, tout simplement. Parce que Mohamed a commencé sa mission à l'âge de 40 ans. S'il avait été zigouillé par les Mécois, à l'âge de 31 ans, ben, il n'y aurait pas eu d'islam, tout simplement. Vous voyez, ce sont des questions qu'on peut se permettre en tant qu'apprenti philosophe, disons. On peut se permettre ce genre de questions. Mais de là à décréter, comme on l'a si souvent fait, et je pense que ça a été une erreur, que le christianisme est la religion de la séparation ontologique et hermétique et irréversible du religieux et du politique, contrairement à l'islam, qui serait la religion de l'imbrication totale de ces deux instances, ontologiquement. Je pense que c'est un mensonge historique. Je pense que les choses sont plus complexes. Je pense que les choses sont plus complexes. D'ailleurs, mon ancêtre très lointain, Saint Augustin, avait résumé cette question qui reste fondamentale aujourd'hui et qui a occupé l'histoire du christianisme et l'histoire de l'islam. Dans les deux cités, Saint Augustin avait résumé ce problème inépuisable en disant deux amours ont fait deux cités. L'amour de Dieu, jusqu'au mépris de soi-même, a fait la cité céleste. L'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu, a fait la cité terrestre. Moi, je trouve qu'il n'y a pas meilleure réponse que celle de Saint Augustin à cette question fondamentale du religieux et du politique. Pour dire les choses simplement, le monde, je ne dis pas occidental, le monde chrétien, occidental chrétien, a été dans un excès qui est le contraire de l'excès dans lequel a été le monde musulman. C'est-à-dire, chez les musulmans, on avait tellement associé le religieux et le politique, parce que il y a un paradigme, le paradigme du prophète lui-même à Médine. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été en même temps chef de guerre, chef de ce guide spirituel et guide temporel. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le contester, je veux dire. C'est un fait incontestable de l'histoire, mais qui peut s'expliquer justement par l'histoire. Mohamed n'est pas né d'abord et n'a pas prêché au sein d'un empire aussi puissant que l'Empire romain, avec sa police, avec ses lois, avec ses gouverneurs, avec son armée, avec son fisc, comme on dit aujourd'hui, fisc. C'est un empire puissant, le plus puissant des empires. Mohamed est né dans un coin perdu, en Arabie. Ce n'était même pas une cité dans le sens grec du terme, c'était rien. C'était rien, c'était une concentration de bédouins dans un lieu où transitaient des marchands, n'est-ce pas, et où on organisait une fois par an, comme ça, des cérémonies plus ou moins religieuses, là à la Mecque, n'est-ce pas, et c'était principalement pour les échanges commerciaux,
Voilà dans quel milieu il est arrivé. Avec, oui, avec une présence infinitésimale de chrétiens et de juifs. Mais vraiment infime. Vous voyez, bon. Le contexte est complètement différent. C'est pas la même chose. Excusez-moi, je voudrais des précisions sur les frères musulmans. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les distingue des salafistes purs et durs? Je crois que leur fondateur, notamment, était plus ou moins soufi. Donc, c'est pas la doctrine salafiste pure qui s'oppose au soufisme. De même, je ne suis pas certain qu'ils soient purement hanbalites comme les salafistes. Et pourquoi est-ce que je crois savoir que, alors, outre l'alliance des États-Unis avec l'islamisme, qui peut s'expliquer en partie pour des raisons liées au pétrole ou à la lutte contre l'Union soviétique quand elle existait, que même avant la Seconde Guerre mondiale, les frères musulmans ont été créés plus ou moins avec l'appui des services secrets anglo-saxons, enfin anglais à l'époque. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui reliait leurs intérêts? Oui. 1926, le pétrole. Oui. La naissance des frères musulmans en 1928 en Égypte avec Hassan el-Banna. Il y avait en effet, disons, la main invisible, comme on le dit en économie, le marché, la main invisible, pas du marché, mais des services britanniques. C'était principalement pour contenir le nationalisme égyptien, qui était, ou le panarabisme, disons, qui était à ses débuts. Mais en l'occurrence, il s'agit de nationalisme égyptien, qui luttait contre la présence coloniale britannique. C'était l'Ouaft, le parti l'Ouaft en Égypte. Ça répondait aussi, pour être objectif, à un désir populaire, en quelque sorte, ou à un ressentiment populaire. Parce que 1928, ça correspond, c'est 4 années après la chute du califat ottoman en 1924, je crois, en Turquie. L'abolition du califat ottoman. Ça a été un traumatisme pour les musulmans, hein, parce qu'ils avaient tellement lié le califat, l'institution califale, au dogme religieux, c'est-à-dire ils avaient considéré, cru et pensé que le califat était une institution religieuse et même divine, alors que c'est un produit de l'histoire. Le califat est un produit de l'histoire. C'est le prophète de l'islam, à sa mort, après son décès, pour que l'islam puisse se perpétuer, et parce qu'il a été incontestablement à la fois chef spirituel et chef temporel, l'instance qui a accueilli, préservé et diffusé l'islam s'appelait le califat. Le califat. C'est-à-dire à la fois donc une instance à la fois temporelle et spirituelle. Si on considère côté chrétien, à la mort, si on peut employer cette expression de Jésus-Christ, il n'a pas confié le trésor de son message à un califat. Bien évidemment, non. À l'institution qui devait naturellement accueillir et propager ce message, le sauvegarder, ensuite le propager, c'était l'Église, c'est-à-dire l'Ecclésia dans le sens
grec du terme, c'est-à-dire la toute première assemblée de chrétiens, n'est-ce pas, qui ont hérité du message, qui l'ont préservé et qui l'ont perpétué. Ouais, bon, il se trouve, par un caprice de l'histoire, toujours, qu'avec la conversion de Constantin, on se demande ce qu'est devenu le rendez à César. Et ça a duré des siècles. Et moi, je me demande si ces siècles qu'on dit si sombres, le siècle, si sombre de l'ère chrétienne, n'étaient pas les plus beaux, les siècles les plus éclairés. Et je me demande si ce n'était pas une revanche posthume, d'ailleurs, de la conversion de Constantin. Lorsque l'Empire romain est devenu chrétien, ce n'était pas une revanche posthume, disons, de Jésus sur ses ennemis. Je me le demande. Toujours est-il que les deux histoires sont... moi, je n'aime pas le syncrétisme. J'aime beaucoup le comparatisme, c'est-à-dire comparer deux situations, ou deux versets, ou deux textes, ou deux situations, mais pas le syncrétisme. C'est pas nous sommes tous frères, nous sommes tous les mêmes, et Abraham, et Dieu, et tout. Non, non. Il y a des différences. Il y a des différences. Si le musulman, s'il veut, il peut se convertir. S'il est intéressé par le christianisme, s'il trouve que la vérité est dans le christianisme, qu'il se convertisse, mais qu'il ne dise pas que le christianisme et l'islam, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que par ailleurs, disons, les frères musulmans, c'est quasiment une société secrète avant d'être un groupe violent. Oui, alors... C'est un peu l'équivalent musulman de la franc-maçonnerie, d'une certaine manière. Oui, je vous vois venir. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une coïncidence avec le fait que ça soit fait avec l'aval des services secrets britanniques, qui est le pays de la franc-maçonnerie? Oui, il y a eu un livre sur cette question qui a été publié en Égypte, dont on n'a pas parlé en France, parce qu'en France, même des livres écrits par des Français, dans la belle langue de Molière, on n'en parle pas. À plus forte raison, un livre qui a été publié au Caire. Ce qui est arrivé en Tunisie, si on met les mêmes moyens, les mêmes méthodes, les mêmes structures, en France ou en Suisse, la France tomberait en un mois. Mobiliser 3 télévisions importantes en France pour appeler toutes les heures à la jeunesse française de sortir, de se révolter, eh bien, ça ne tiendra pas longtemps. Et la Suisse aussi. Pourquoi la Suisse? Parce que ça me fait penser à Calvin. Oui, mais enfin, à l'époque, il n'y avait pas tous les amis anti-atomiques. Parce que c'est un pays qu'on considère comme stable, vraiment civilisé. La démocratie plus ou moins parfaite, quoi. Le bon modèle suisse, je le vois. Hein? Tariq Ramadan. Ça a été... Alors, le pouvoir, le régime, il a sa responsabilité. Pour juste en revenir à Ranouchi, dont ce n'est pas le vrai nom. Oui, oui. C'était un sombre professeur d'éducation religieuse. C'est ça. Comme on en a connu dans les années. Donc, lui, maintenant, il a pris le pouvoir, entre guillemets, parce que Haït Sepsi, selon moi, ne règne pas tout seul. Non, non. Voilà. Il y a les petits malins islamistes qui se sont arrangés, parce qu'ils n'étaient pas là sur l'avenue Bourguiba. Ouais. Ils se sont arrangés après pour s'approprier la révolution tunisienne. Révolution entre guillemets, toujours. Donc ce triste sire est encore, d'après moi, est encore au pouvoir. Bien sûr.
et on va en entendre parler. Bien sûr. Attendez, de qui parlez-vous là? Et il nous a parlé Du chef de NADA, du parti islamiste tunisien, des frères musulmans tunisiens. Mais il n'est pas au pouvoir. Comment? Il influence Non. le pouvoir. Il influence le pouvoir. il n'a pas le pouvoir. Il a le pouvoir. C'est les Ils ont quitté islamistes. plus ou moins le gouvernement, mais ils n'ont pas renoncé au pouvoir. Ils sont au cœur même du pouvoir. Rien ne se fait sans eux. Et c'est ça ce qu'on peut reprocher à certains médias en France. Vous voyez, c'est qu'on continue à présenter la Tunisie comme un modèle du printemps arabe qui a réussi. Alors que, comparé à la Libye, dont personne ne parle, hier il y a eu 58 morts à Tripoli, 58 morts. Bon, on n'en parle pas. Bon, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. Comparé à la Syrie, où c'est une tragédie, n'est-ce pas? C'est une tragédie. La Syrie qui a subi une invasion d'islamo-terroristes sans précédent dans l'histoire, sans précédent, venus des 4 coins du monde. Les premiers, c'est des Tunisiens, comme chacun le sait, en nombre, des Tchétchènes, des Afghans, des Strasbourgeois, des Parisiens, des Belges, de partout, ils ont afflué vers ce pays pour mener le djihad, contre la dictature de Bachar al-Assad. Et son itinéraire à Ghannouchi, c'est quoi? Il est toujours resté en Tunisie, non? Ghannouchi? Oui. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est le grand rabbin du régime tunisien. Aujourd'hui, rien ne se fait sans lui. Rien. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement. Et j'invite tout le monde à lire, et vous pouvez le commander sur notre site, votre livre, et de réfléchir aux conséquences politiques que cette révolution fabriquait, et surtout la technique de prise de pouvoir, et réfléchir à ce qui peut éventuellement nous menacer. En d'autres termes, s'il n'y a pas un effort de réflexion, une réforme intellectuelle et morale, mais l'Europe tombera comme un jeu de quilles. Comment? Que dites-vous de mon colonel? Dire que l'Europe tombera et deviendra le bord du Star, que certains veulent qu'elle devienne depuis un moment. Oui. Donc je vous invite vraiment chaudement à commander sur le site le livre, et vous pouvez l'avoir ici un lundi. Éventuellement, si vous pouvez me le Et Dieu sait si je n'ai pas un seul centime de droit d'auteur sur ce livre. Je ne dirai pas On plus. écrira un autre. On écrira un autre. Ça, c'est la corruption des éditeurs. Écrivez un. Ah, mais